Monsieur Zimret, bonjour. Donc, avec Priam, nous sommes membres de l'association Streams, donc le média indépendant de SCP Europe. Et donc, en collaboration avec Version Originale, donc l'association audiovisuelle de l'école, nous aimerions revenir avec vous rapidement sur la conférence à laquelle vous avez pu participer, savoir un petit peu vos impressions sur l'échange que vous avez pu avoir avec Madame Goulard. Voilà les points clés qui vous ont marqué lors de cette conférence. Pour la première question, je vais mettre à l'épreuve vos capacités de synthèse et je vais vous demander que faut-il absolument retenir, selon vous, en quelques points de cette conférence. Que nous devons avoir une vision positive de l'Europe, que nous devons être conscients de ce que l'Europe nous apporte et de ce que signifie être européen. Au fond, il y a des inquiétudes sur, je vois que ça s'appelle « Quelle identité pour l'Europe ? Y a-t-il une ou plusieurs Europes ?» Mais on parle beaucoup de l'Europe et pas assez des Européens, c'est-à-dire de personnes qui se définissent comme Européens. Et ça, je pense que c'est le point sur lequel il faut le plus travailler. Parce qu'au fond, des institutions, elles sont perfectibles, des politiques, elles sont perfectibles aussi. Elles existent et elles existeront. Je ne suis pas inquiet là-dessus. En revanche, que les citoyens aient le sentiment d'appartenir à une civilisation commune et le sentiment palpable d'un bout à l'autre de l'Europe, qu'ils appartiennent qu'ils ont des choses en commun qui s'appellent une civilisation, et que l'Europe ne s'est pas construite simplement avec des institutions, avec du charbon, de l'acier et l'euro, mais avec des valeurs. Je crois que ça, c'est la grande orientation. Il ne faut pas avoir honte de ce que nous sommes. Moi, j'appelle à ce que la journée d'Europe se transforme en une sorte de Europe Pride. Alors, évidemment pas un carnaval, mais un moment où on réfléchisse à ce qui peut nous rendre fiers. Parce qu'on ne va quand même pas, quand on regarde le monde, s'excuser pour la démocratie, s'excuser pour l'abolition de la peine de mort, s'excuser pour les droits fondamentaux, les droits des femmes. On ne va quand même pas s'excuser pour les systèmes de protection sociale qui existent dans tous les pays de l'Union européenne, différents bien sûr, mais qui existent et qui n'existent pas forcément ailleurs. S'excuser pour nos villes et nos villages, leurs infrastructures, leurs paysages et l'harmonie aussi à laquelle des millénaires de civilisation européenne a pu aboutir, notamment une harmonie entre le passé et le présent. D'autant plus qu'effectivement la devise européenne, unie dans la diversité, finalement, résume un peu peut-être cette idée-là. Hein. Et là, vous touchez du doigt une question qui me paraît essentielle. On est dans un monde où les gens veulent mettre en avant leurs différences. Il y a un texte très intéressant de Sigmund Freud de 1914 qui s'appelle « Le narcissisme des petites différences ». Il faut le relire. Et c'est vrai pour un individu, comme c'est vrai pour une collectivité ou une nation, une région ou un sous-groupe. On est dans un monde où on veut promouvoir les différences par-delà ce qui nous rassemble. Alors que pendant très longtemps, le mouvement qui a abouti à la Déclaration universelle des droits de l'homme, le mouvement qui a abouti à la création de l'Union européenne, ça a été de mettre en commun ce que nous avons de similaire par-delà nos différences. Mais il y a eu une inversion très inquiétante qui n'est pas simplement en Europe, dans le monde entier, où aujourd'hui, on peut le voir, les gens veulent absolument afficher leurs différences. C'est peut-être une réaction à la mondialisation, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais oui, parce que oui, l'américanisation, l'homogénéisation, comme vous disiez, en fait, la globalisation, malheureusement, va avec la standardisation. Et vous, on en parlait aussi dans la conférence, qui maniait les nouvelles technologies, vous devez être conscient que ces technologies ne sont pas simplement des outils, des logiciels, des softwares, ou des applications ou des smartphones ou autres. Ils viennent aussi avec des valeurs. Ils portent des valeurs et des façons de penser. Et cette façon colonise nos esprits. Les colonisateurs, autrefois, avaient un uniforme et une épée. Aujourd'hui, ils ont un t-shirt, un grand sourire et un algorithme. Alors justement, toutes ces idées que vous défendez,
qu'est-ce que selon vous doivent faire des étudiants comme ceux de SCP Europe, mais même les jeunes Européens en général, puisque c'est eux qui sont l'avenir de l'Europe, c'est eux qui sont le futur de l'Europe. Quelle doit être leur attitude? En quelques mots, que doit être l'Européen de demain? Mais il doit être lui-même et il doit réfléchir à finalement qu'est-ce que nous avons en commun, qu'est-ce qui vous rapproche de ces autres camarades Erasmus, et sans un esprit de rivalité ou sans mauvais esprit ou de défiance, quand même ce qui nous distingue du reste du monde. Or, il se trouve que pour des raisons qui s'expliquent facilement, qui tiennent à l'histoire, qui tiennent aux 2 guerres mondiales, mais aussi à tous les grands succès remportés par le monde américain, il y a une fascination de ce qui nous vient de l'Ouest. Et sans doute, cette fascination est-elle encore plus importante dans votre milieu, celui de l'économie, celui des affaires, celui des start-up et des grandes entreprises. Et je pense qu'il faut regarder cette fascination, il faut en comprendre les ressorts, l'accepter pour ce qu'elle a effectivement de justifié, de fascinant, mais également que cette fascination ne soit pas au détriment de l'esprit critique. Oui, il y a bien sûr apprendre et à apprendre des États-Unis et d'un monde qui s'est beaucoup américanisé, comme vous l'avez dit. Mais il y a aussi à marquer notre différence. Et sans doute dire au monde qu'il y a une autre voie que celle du culte des excès permanents. Je faisais observer tout à l'heure que de Shanghai à Dubaï, de Kuala Lumpur à Los Angeles, le monde rivalise de gratte-ciel. C'est à qui ira le plus haut. Qu'au fond, les valeurs qui dominent le monde sont des valeurs d'excès, de superlatifs, the highest, the greatest, the tallest, the richest, the fastest. Alors que ce que nous avons en commun, nous, les peuples d'Europe, c'est un sens de l'équilibre et de la modération. Dans les villages, dans les villes, entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes, entre les générations, et qui se traduit aussi dans l'urbanisme et dans l'architecture, entre le temps de travail et le temps personnel, entre l'environnement et l'industrie. Bref, on est soucieux, même si on n'y parvient pas toujours autant qu'il le faudrait, de ces équilibres et de cette balance, de cette modération. Ça, c'est un trait distinctif profondément européen. Or, le monde va dans le mur parce qu'il est déséquilibré, parce que les valeurs qui le dominent sont ces valeurs d'excès. Et c'est ça qui crée le réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité. Et donc, il faut soyez des businessmen, European businessmen du XXIe siècle, mais réfléchissez bien aux valeurs profondes qui sous-tendent votre entrée sur le marché du travail et de la vie économique. Et regardez bien ce qui nous distingue et comment aussi on peut montrer une autre voie aux Américains dans notre façon de consommer et de produire. C'est ça. Ce que j'ai envie de retenir, effectivement, c'est tout cet aspect positif, se concentrer sur le positif, cette European Pride et cette idée d'harmonie qui est propre à l'Europe et dont on doit être fier. Est-ce qu'il y a une dernière chose sur laquelle un dernier concept à ajouter à ces deux mots-clés en fait Oui, il y a effectivement l'harmonie, la fierté, et puis quand même le regard avec la perspective historique. Ce qui me frappe, quand on regarde le monde qui se développe, les gens applaudissent quand on construit des quartiers flambant neufs sur des quartiers anciens. Les gens applaudissent au fond un monde sans histoire. Et le président Trump, c'est le président, se caractérise, et je dis ça sans mauvais esprit, enfin pas plus que nécessaire, mais il est vraiment l'illustration et l'incarnation de personnes qui peuvent faire d'un monde qui peut produire une élite sans histoire, non pas sans histoires au pluriel, mais sans histoire au singulier. C'est-à-dire qu'il s'est construit lui-même sans aucune référence historique, sans aucune culture historique. Et c'est terrible dans la fonction qu'il exerce. Mais au fond, il n'est pas, et on aurait tort de croire qu'il
il est un personnage exceptionnel. Bien sûr, il n'est pas toute l'Amérique, mais il est représentatif en cela d'une grande partie du monde qui vient. Or, l'Europe, c'est aussi un continent de mémoire et de travail historique. Je suis fier d'habiter dans un pays, la France, où il y a des festivals d'histoire, qui a cette passion de l'histoire. Et là où le monde a cette passion de la nouveauté et de l'innovation. Je n'ai rien contre l'innovation, je ne suis pas rétrograde du tout. Mais on ne se pose même plus la question de savoir si cette innovation nous apporte quelque chose réellement en tant qu'êtres humains. Et je pense que c'est des questions dont on ne peut pas faire l'économie. Donc oui, une Europe dont on soit fier, une Europe construite sur des valeurs et une Europe construite sur une mémoire. D'ailleurs, ça va ensemble, car c'est de cette mémoire que jaillissent, que prospèrent les valeurs sur lesquelles nous avons construit l'Europe. François Mitterrand disait, je me souviendrai toujours de ce discours, que l'Europe c'est l'aventure d'une génération. Il voulait dire sa génération à lui. Mais au fond, je pense aujourd'hui que cette phrase est toujours d'actualité. C'est toujours l'Europe, l'aventure d'une génération, mais ce sera votre génération. Merci beaucoup.